Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Nous partons au Liban, un pays qui a des liens historiques et culturels extrêmement anciens et forts avec la France, et un pays qui depuis plusieurs mois est dans une situation de crise économique et sociale extrêmement grave, avec une pauvreté qui est croissante et avec une impasse politique qui empêche de voir pour l'instant une sortie plutôt positive de cette situation. Alors nous allons évoquer évidemment l'actualité du Liban et puis comme toujours pour comprendre l'actualité et la remettre en perspective, il faut revenir sur quelques éléments historiques, ce que nous allons faire au cours de cette émission avec nos deux invités que vous pouvez retrouver, que vous retrouvez régulièrement dans les colonnes de Conflit. Frédéric Pons, journaliste, professeur à l'ESM Saint-Cyr, qui tient la chronique Fenêtre sur le monde dans Conflit, et Tigran Yegavian, qui écrit aussi depuis l'origine de Conflit et que vous pouvez retrouver sur les sujets du Moyen-Orient, de l'Afrique, et qui a publié récemment 2 ouvrages, notamment un consacré aux minorités d'Orient. Alors avant de nous intéresser aux éléments historiques du Liban, nous allons d'abord faire un point de situation sur la crise actuelle. C'est un pays qui connaît une situation extrêmement compliquée, beaucoup de pauvreté, des violences aussi. Quelle est aujourd'hui la situation au Liban ? Alors la situation au Liban, on peut le dire, est catastrophique puisque pour la première fois depuis de nombreuses années, les Libanais sont confrontés à une crise qui touche tous les domaines, une crise économique, sociale, politique, morale, financière. On peut dire que c'est une crise systémique. Le Liban a cru, après le départ des Syriens 2005-2006, a cru que le système ancien allait reprendre. On va revenir sur l'organisation de ce système politique. Et puis progressivement, le Liban a rebasculé dans ses démons, c'est-à-dire des affrontements qui sont à la fois politiques et confessionnels, un alignement sur des conflits régionaux qui ne sont pas forcément les siens, mais qui aujourd'hui durcissent les relations à l'intérieur du pays et entre les communautés, et le refus, comme les choses semblaient aller mieux, le refus de faire les réformes demandées par une grande partie de l'opinion, de la population libanaise, et demandées aussi par les bailleurs de fonds étrangers, occidentaux, pays arabes, FMI. Et le Liban, ou les responsables libanais, pour être plus précis, n'ont pas su ou n'ont pas voulu, jusqu'à aujourd'hui, mettre en place ces fameuses réformes qui permettraient de relancer la machine libanaise, de la sortir de cette pauvreté dans laquelle le pays est en train de s'enfoncer. Et on ne voit pas aujourd'hui, sans réelle volonté de la part des gouvernants, on ne voit pas quelles sont les options pour en sortir, si ce n'est une réforme à la fois politique, économique, intellectuelle et morale, réforme profonde. Parce qu'on a donc un problème qui est sur plusieurs échelles, c'est-à-dire à la fois un problème interne au Liban, et le Liban est lui-même pris dans les tourments géopolitiques régionaux. Oui, alors on peut dire que c'est un peu la constante du Liban, de l'histoire du Liban. Le Liban, pour reprendre l'expression de 2 chercheurs qui avaient écrit un livre magnifique, Annie Laurent et Antoine Basbous, c'est une proie pour 2 fauves. Les 2 fauves, à l'époque, c'était Israël et la Syrie. Aujourd'hui, on peut dire que on rajoute un autre fauve, c'est Israël, la Syrie et l'Iran. Et ces 3 pays dans le jeu des relations internationales, des affrontements régionaux qui vont bien au-delà du petit Proche-Orient, le Liban est un otage. Et pour son malheur, on va y revenir aussi sans doute, le Liban s'est aligné sur un des axes de force qui est en train de structurer le Moyen-Orient. Cet axe, c'est l'axe, pour aller vite, c'est l'axe iranien contre l'axe arabe, saoudien, américain, occidental. Et donc le Liban, aujourd'hui, se trouve pris sur cet axe, ce qui l'empêche de réaliser les réformes internes dont il a besoin. Et donc la géopolitique régionale est en train de paralyser le Liban avec le problème énorme que pose le Hezbollah, qui est à la fois un parti et aussi une milice armée au Liban. Alors Tigran Yegavian, on va revenir justement sur ce qu'on appelle le confessionnalisme. Donc la manière dont le Liban est organisé, c'est évidemment très spécifique à la région, très différent aussi de ce que l'on peut connaître dans d'autres États. Et c'est important de voir donc
comment le Liban fonctionne pour comprendre aussi la crise d'aujourd'hui, puisqu'on a plusieurs communautés religieuses et que le système politique reconnaît des postes attribués d'office aux communautés. Alors le Liban tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est le résultat au fait d'une création, on va dire, française, à l'époque où la France reçoit donc de la part de la Société des Nations un mandat en Syrie au Liban, et le lobby, on va dire, maronite chrétien francophile avait réussi à faire en sorte que la France crée cet État du Mont Liban en 1920, il y a tout juste 100 ans. Le Liban a 100 ans et se trouve aujourd'hui dans une crise existentielle, une crise gravissime, sans précédent, je dirais même plus grave en termes d'existence, existentiellement parlant, que la guerre que nous avons connue de 75 à 90. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que vous parlez beaucoup de géopolitique, vous parlez beaucoup de la dimension confessionnelle qui est vraiment consécutive du Liban. Il faut aussi ajouter un autre paramètre, c'est que le confessionnalisme alimente une corruption endémique, une corruption chronique, qui va aussi alimenter donc ce confessionnalisme. Le confessionnalisme libanais tel que nous le connaissons, il repose sur un pacte tacite, un pacte non écrit qui date de 1943, l'année où le Liban s'est affranchi du mandat français, est devenu indépendant, qui pose donc un partage de répartition des postes clés du pouvoir entre les principales communautés. Donc depuis 1943, le président de la République est chrétien maronite, le Premier ministre est musulman sunnite, le président de la Chambre du Parlement est chiite. Alors cet équilibre avait été considérablement remis en question par donc la gauche, les idéologies nationalistes arabes, donc avait été bouleversé par la guerre que nous avons connue pendant 15 ans, de 75 à 90. Et depuis 90, le Liban vit dans une situation de rente. Pourquoi? C'est que les anciens chefs miliciens, les anciens chefs de guerre sont devenus, si vous voulez, des patrons qui se sont un peu répartis le gâteau, en fait, les ressources. Et donc, on a connu pendant toute la décennie 90-2000 une vraie gabegie, une vraie, on va dire, une gestion calamiteuse des ressources publiques. Donc, au nom de ce système confessionnel, puisque l'article 95 de la Constitution du Liban pose le confessionnalisme à titre transitoire. En fait, normalement, on devrait déjà être passé dans un autre système. Sauf que le confessionnalisme fait la part belle à cette élite libanaise irresponsable qui est, si vous voulez, un peu à l'origine des malheurs que nous connaissons aujourd'hui. Et je voudrais quand même qu'on comprenne bien la dimension de l'économie, enfin ce qui fait l'économie libanaise. L'économie libanaise, c'est une économie financiarisée. C'est une économie qui est très peu productive. Il n'y a pratiquement pas de tissu industriel au Liban. C'est le Liban, à l'origine, on avait tendance à dire c'est la Suisse de l'Orient. Le Liban était le coffre-fort des monarchies du Golfe depuis leur indépendance. C'était aussi le coffre-fort, c'était un petit peu aussi le Hong Kong de la Syrie. Et donc, à la faveur du fait de la crise, de la guerre civile en Syrie, le Liban a souffert d'énormes répercussions, d'énormes chocs exogènes qui ont considérablement affaibli son économie. Et donc, à l'époque, les banques libanaises, donc pour attirer les capitaux saoudiens, syriens et de la diaspora, qui est une diaspora très importante, avaient misé sur des taux d'intérêt très élevés. Mais sans développer le tissu productif libanais, ce qui fait qu'avec les fuites de capitaux récents qui ont eu lieu donc, au cours de ces dernières années, c'est tout un système qui s'effondre, c'est tout le château de cartes libanais qui s'effondre, et donc le déclic a eu lieu en octobre 2019. Donc le Liban est un pays surendetté, c'est à peu près 147%, 76% du PIB libanais, c'est énorme. Le Liban est un pays qui a, comme je vous l'ai dit, a très peu de ressources, à part la diaspora et donc son système bancaire. Et donc c'était évident que ce système n'était pas viable et qu'il allait déboucher sur une énorme donc une inflation énorme. Oui, alors pour revenir sur l'organisation étonnante de ce petit pays, 10 000 km², c'est la Gironde, 5 à 6 millions d'habitants, plus la diaspora, ça doit monter à 10 millions, 11 millions de Libanais dans le monde. Mais cet étonnant système mis en place, comme le rappelle Tigrane en 1943, a fait la fortune du Liban, disons jusqu'en 1975, mais a assuré aussi la stabilité, la paix civile au Liban, cet équilibre entre communautés. Ce modus vivendi a duré
de 43 à 75. Et donc le Liban était devenu un miracle, un modèle de coexistence entre communautés qui partout ailleurs s'affrontaient, avec toujours une communauté qui gagnait, et le départ vers l'exil ou la soumission de la communauté vaincue. Souvent pas au Liban. Souvent les chrétiens. Et là, en général, les chrétiens ou les juifs étaient systématiquement expulsés ou soumis. Pas au Liban. Au Liban, les chrétiens, les sunnites et les chiites et les druzes ont trouvé un modus vivendi pendant toutes ces années. Et au Liban, comme dans d'autres pays, et ça nous concerne aussi quand on est en France, on a bien vu que des facteurs extérieurs sont venus progressivement miner le miracle, l'équilibre, puis des interventions étrangères. Le premier facteur qui va déstabiliser durablement le Liban jusqu'à cette guerre de 15 ans, c'est l'arrivée par milliers, par centaines de milliers, de réfugiés palestiniens quittant Israël, quittant la région. Ils arrivent au Liban et progressivement, l'État libanais, plutôt très libéral, sans véritable armée, sans véritable police, et plutôt tolérant à l'égard des Palestiniens, va accepter que ces Palestiniens, ces immigrés palestiniens, s'érigent en État dans l'État avec leur propre police, leurs armes, et ces 200, 300, 500 000, 600 000 Palestiniens dans ce tout petit Liban moins 400 000 à peu près. vont arriver à peser sur la politique libanaise en jouant à leur profit sur les différentes communautés. Et le malheur des chrétiens, c'est que les responsables chrétiens de l'époque, avant 1975, entre 1969, l'arrivée massive des Palestiniens, et 1975, les responsables chrétiens, par générosité, peut-être par aveuglement, par intérêt financier, vont accepter ces Palestiniens et vont être d'une tolérance, d'une générosité exceptionnelle. Beaucoup vont le regretter après. Quand les Palestiniens vont devenir un État dans l'État, une armée dans ce pauvre petit pays, le Liban va exploser. Deuxième facteur, c'est la présence syrienne, c'est-à-dire l'invasion d'un pays étranger. Et à partir de 1975, cet équilibre miraculeux du Liban va voler en éclats et jusqu'à aujourd'hui. Et je termine en disant que là, le Liban qui avait, après la fin de la guerre, 1990, après le départ des Syriens du Liban en 2005, le Liban qui reprenait cas un cas la voie d'un équilibre, s'est retrouvé à nouveau embarqué dans une guerre qui n'était pas la sienne à travers les choix du Hezbollah, le Hezbollah chiite libanais, aligné sur l'Iran, qui aujourd'hui, et c'est majeur dans la politique et dans l'administration même du Liban, ce Hezbollah qui dicte sa loi comme le faisaient à une époque les Palestiniens. Le problème, c'est que le Hezbollah est libanais, il est légitime au Liban. Le problème dans le problème, c'est que le Hezbollah est la seule milice qui a conservé son armée, sa force militaire, au détriment de l'armée nationale libanaise. Tout le dilemme des Libanais est là. Que faut-il faire du Hezbollah ? Peut-on forcer le Hezbollah à rendre les armes ? Alors on va évoquer un peu plus tard l'Iran et l'Arabie Saoudite qui sont vraiment deux sujets importants quand on parle du Liban, mais à vous écouter, il y a une sorte de non-dit aussi qui est la question démographique. C'est-à-dire que si on a fait la répartition des rôles entre sunnites, chiites, chrétiens, c'était parce qu'à une époque où la démographie était relativement équilibrée entre eux. D'ailleurs, le dernier recensement date des années 1932. Donc, il n'y a plus de recensement depuis parce qu'on sait bien que les chrétiens sont plus majoritaires. Donc, s'il y avait un système démocratique tel qu'il fonctionne en Europe, un homme, une voix, le système politique serait complètement bouleversé. En 2015, lorsqu'on avait les mouvements migratoires, les arrivées de Syriens en Europe, souvent on donnait le Liban en exemple en disant regardez, le Liban accueille des réfugiés syriens, ça se passe très bien et donc ça se passera bien aussi en Europe. Et on voit qu'une des causes aussi de la situation actuelle, c'est l'arrivée de ces migrants qui sont dans des camps et qui aujourd'hui ne repartent pas et sont dans une situation extrêmement compliquée. 1 500 000 réfugiés syriens au Liban aujourd'hui. C'est le plus haut pour 6 millions d'habitants. Un peu moins.
c'est le plus haut ratio. Si le Liban accueille à peu près 40% de sa propre population, c'est comme si vous aviez 16-20 millions de réfugiés en France, à toute échelle, toute proportion gardée. Je pense qu'on n'a pas assez parlé de l'échec de l'État-nation libanais. C'est important quand on parle de Liban comme miracle, comme Suisse de l'Orient. Il y a tout un discours romantique sur ce miracle de la cohabitation, le pays message, comme disait le pape Jean-Paul II quand il s'était rendu en 97. C'est que le Liban a échoué au fil du temps de génération à construire un vrai État-nation. Et pourtant, il y a eu des tentatives dans les années 50, avec la présidence de Fouad Chehab notamment, puisque le Liban avait connu en 58 une mini-guerre civile aussi, en tant que caisse de résonance des grandes crises, des grandes régionales. À l'époque, vous aviez le nasserisme et vous aviez le camp occidental. Maintenant, c'est l'axe sunnite, l'axe chiite, etc. Donc toujours caisse de résonance, mais je crois que c'est une grille de lecture qui ne peut être satisfaisante aujourd'hui, puisque le Liban a échoué dans sa tentative de créer une vraie citoyenneté supraconfessionnelle. Et pourtant, il existe dans toutes les confessions une vraie aspiration au dépassement des clivages confessionnels, et la preuve la plus éclatante étant les grandes, on va appeler ça le processus révolutionnaire ou le Hirak, qui a éclaté donc en octobre dernier. Et là, vous aviez, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, une vraie tentative de concorde, de convergence en fait, de tous les clivages, que ce soit chez les chiites, les druzes, les chrétiens, les musulmans sunnites, de construire un vrai état de droit. Et pour quelle raison? Parce que pendant toutes ces années d'après-guerre, les élites libanaises n'ont jamais investi dans l'État et dans les infrastructures de l'État. Alors bien entendu, il y a aussi le Hezbollah qui, avec son État dans l'État, faisait un petit peu le rôle de parti tribunicien, avec ses propres réseaux d'hôpitaux, d'écoles, son armée, etc. Mais ce n'est pas tout à fait, enfin c'est pas satisfaisant. Le Liban, un pays qui n'a pas de service public, un pays qui n'a pas d'hôpitaux publics dignes de son nom, le réseau scolaire public est très très faible. Et donc on est vraiment dans on était dans cet enthousiasme, dans cette euphorie où on était vraiment en mesure d'aspirer à cet État libanais, cette vraie patrie, qui n'existait que sur le papier. Et le coronavirus, la Covid-19 si vous voulez, a permis aux seigneurs de guerre, aux chefs de milices qui sont devenus donc des leaders de partis, à reprendre le terrain, à récupérer le terrain perdu, à retrouver une légitimité. C'est le cas notamment du Hezbollah qui a pu reprendre le contrôle sur sa base sociale compte tenu de la gravité de la situation. Et si on extrapole un peu cette question d'État-nation, elle est essentielle, mais on voit que ça échoue au Liban, ça échoue en Syrie, en Irak. Donc on a l'impression d'une idée européenne qui est arrivée au moment des mandats en 1920, de la fin de l'Empire ottoman, et que finalement, après la fin de l'Empire ottoman, qui d'ailleurs il y a un siècle, 1920, on n'a pas trouvé une nouvelle forme sociale ou politique, et que ce qui a été tenté à travers les États-nations n'a pas vraiment réussi, voire même a franchement échoué, et qu'on est plutôt sur un système confessionnel avec des mouvements religieux. On est dans le post-ottomanisme. On est dans un système post-ottoman. Le millet ottoman, c'était quoi? C'était le régime d'auto-administration des minorités non musulmanes. Et on a vu très bien comment en Syrie, dès 2011, il est vrai qu'il y avait un nationalisme laïque au pouvoir, mais le confessionnalisme était omniprésent, il existait bien et bien, il a été instrumentalisé par le pouvoir d'Assad, et ça reste toujours une arme en fait pour contrôler. Et donc c'est vrai qu'à part l'Égypte, à part l'Arabie et la Turquie, dans la région, vous n'avez pas d'État-nation avec une tradition étatique, avec un solide ancrage national. Et c'est pourquoi, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point... C'est discutable, moi je trouve. On s'inspire vraiment dans une continuité. Alors vous avez la Jordanie qui est aussi un État, qui n'est pas un État-nation, puisque 65% de sa population n'est pas jordanienne de souche, plutôt des Palestiniens, qui arrivent tant bien que mal à suivre sa barque. Pour ce qui est du Liban, effectivement, la présence de 1,5 million de réfugiés syriens pose toujours un danger existentiel sur l'avenir de la société. Mais encore une fois, c'est le paradoxe libanais. Pendant 30 ans, le Liban a été un modèle. Alors, romantique, oui, mais c'était une réalité. Et ce modèle était bâti sur cet équilibre confessionnel, qui était aussi un équilibre politique, sur un État minimum et une économie ultralibérale. Pendant 30 ans, ça a marché, et très très bien. Et les Libanais ont vécu une période formidable, et le Liban était la plateforme rayonnante de toute la région là-bas. Et
le Liban l'a payé très cher. J'ai parlé de l'arrivée des Palestiniens, puis des Syriens. État minimum, ça voulait dire administration réduite au minimum, service public réduit au minimum. Quand vous pensez qu'au Liban, aujourd'hui, ils n'ont pas de grands services d'électricité nationale ou de réseau d'adduction d'eau nationale, d'où des coupures qui sont indignes d'un pays comme le Liban, qui sont plutôt ce que l'on rencontre dans des pays du tiers-monde, les pays les plus pauvres du monde. Des coupures d'eau et d'électricité qui empêchent d'ailleurs la reprise ou l'activité économique normale. Mais cet état minimum et cet ultralibéralisme ont fait la fortune du Liban et des Libanais. Une personnalité, les aînés de nos spectateurs sauront exactement de quoi il s'agit, une personnalité a tenté, au début des années 80, de fédérer le Liban en une véritable nation. C'est Béchir Gemayel. Béchir Gemayel est élu président en 1982, septembre 82, et là, il a, pour la première fois dans l'histoire du Liban indépendant, il a derrière lui des représentants de toutes les communautés religieuses et donc politiques, pour donner plutôt au Liban pour la première fois cet esprit national, cet esprit civique qui lui avait tant manqué. Et dans son programme à l'époque, Béchir Gemayel, qui était maronite, chrétien, président de la République, dans son programme, il avait clairement inscrit la défense et l'illustration de l'esprit national libanais pour en finir avec ce communautarisme désagrégateur du pays. Il a été assassiné en septembre 82, son projet est tombé à l'eau. Et l'on a retrouvé là, dans les manifestations sociales du Liban depuis octobre 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a retrouvé des éléments de ce message de Béchir Gemayel, c'est-à-dire transcender les communautés, transcender ce pacte national pour faire du Liban un vrai État-nation. Alors, j'étais là-bas à plusieurs reprises pendant ces manifestations. Au début, c'était très vrai. Les chiites, les sunnites, les chrétiens, les druzes, les sans religion, sans confession, ceux qui se réclament d'aucune communauté, étaient dans la rue ensemble pour conspuer le gouvernement, la corruption, l'indécision, la gabegie, mais aussi pour lancer des idées vers un État-nation. Et puis tout ça, progressivement, s'est délité parce que les liens confessionnels ont progressivement dissous cette volonté nationale et les gens, à part quelques-uns, mais c'est aujourd'hui vraiment une minorité, les gens sont revenus, ont été réaspirés par leur communauté. Et aujourd'hui, ce grand mouvement social de contestation, qui a été très fort, qui a fait tomber le gouvernement de Hariri, de Saad Hariri, et qui a provoqué l'arrivée d'un autre gouvernement, ce mouvement aujourd'hui est résiduel. Il y a quelques intellos, c'est à Beyrouth, un peu à Tripoli, un peu à Saïda, les grandes villes du pays, mais c'est un peu fini. Et du coup, les chefs de milice, les chefs de parti, les puissances d'argent sont en train de reprendre leurs mauvaises habitudes. Mais ce qui enfonce un peu plus le Liban dans son marasme et dans son sous-développement. Juste, je rapporterai une petite nuance à notre ami. Quand il parle que les années 70, le Liban était un vrai miracle, le Liban a toujours été marqué par de profondes inégalités. C'est-à-dire que déjà à l'époque des années 60-70, on a tendance à se figer sur une carte postale radieuse, mais il y avait déjà de profondes inégalités qui sont à la cause de l'explosion de 75, puisque bien entendu il y avait la question palestinienne, mais à cela s'ajoutait au fait une vraie demande de justice sociale et de redistribution équitable des ressources. Et c'est ça qui caractérise au jour d'aujourd'hui la société libanaise, qui ne se reconnaît pas dans ses élites. On parle d'une classe politique, toute confession confondue, frappée par une gabegie, par un mépris ahurissant de l'intérêt général. On le voit bien, en fait. C'est ça cette défiance des citoyens libanais et cette incapacité à se doter d'un gouvernement consensuel, de technocrates non partisans, en mesure de redresser, d'assainir les finances publiques. Le gouvernement actuel libanais, qui existe depuis janvier, est un gouvernement monochrome, un gouvernement sous influence du Hezbollah libanais, un gouvernement dirigé par un Premier ministre certes sunnite, mais dont les sunnites ne reconnaissent pas la légitimité. Donc on est vraiment là dans une nouvelle séquence géopolitique où la communauté sunnite libanaise est frappée par une crise de leadership, puisque la dynastie Hariri a été écartée
du pouvoir. Et on voit des acteurs régionaux des nouveaux acteurs régionaux qui vont prendre un peu la place du vide laissé par les anciens parrains des sunnites, c'est-à-dire les Saoudiens et les Égyptiens qui sont en retrait. Et à la place, vous avez la Turquie qui développe une politique erratique et agressive dans tout le bassin méditerranéen, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, à Chypre, en Grèce, etc. Et qui aujourd'hui est en train de tirer les marrons du feu du marasme libanais. Et cela est, à mon sens, une source d'inquiétude. Alors on voit la difficulté pour l'État-nation. On va revenir donc justement sur la notion de Hezbollah. Tirani Gavian, pour définir le Hezbollah en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une structure assez particulière. C'est à la fois un parti politique, une milice armée, et puis des liens également très forts avec l'Iran. Comment est-ce qu'on peut définir le Hezbollah en quelques mots ? Le Hezbollah, c'est un avatar déjà de plusieurs tentatives. Déjà, le Hezbollah tire ses racines, son ancrage dans la population chiite libanaise qui représente la première force démographique du pays du Cèdre, mais aussi la communauté la plus marginalisée dans l'histoire du Liban. Les chiites ont toujours été un petit peu les équivalents des paysans ruraux, c'est une population très rurale, mais aussi très marquée par le féodalisme. Et donc, plusieurs tentatives de structuration en fait, des chiites ont eu lieu dans les années 60-70, sauf que à la faveur de l'invasion israélienne du Liban en 1982, qui a débouché sur l'élection de Béchir Gemayel, l'Iran qui entre en scène. Jusqu'à présent, jusqu'au début des années 80, l'Iran a été relativement en retrait. C'est qu'à l'origine, l'Iran n'intervient pas dans le Hezbollah à l'origine. Non, c'est-à-dire que je veux dire qu'avant, vous aviez des partis chiites libanais qui existaient, mais qui n'étaient pas forcément des satellites de l'Iran. Vous avez le parti Amal, qui est une force chiite historique aussi, qui existe toujours au Liban, mais qui n'était pas un parti satellite de Téhéran. Alors, ce qui se passe, c'est que Téhéran voit dans l'internationalisation du conflit libanais une aubaine, une occasion pour pénétrer donc sur le terrain. Et donc vous voyez que le Hezbollah s'est constitué à partir des gardiens de la révolution, des pasdaran iraniens qui les ont formés officiellement pour défendre la souveraineté libanaise, mais on voit bien en filigrane qu'il y a eu un travail sur le terrain de construire, de fédérer une contre-société. Alors c'est vrai que dans les années 80 jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a eu pas mal de changements. À l'époque, il était question de construire une république islamique. Et le Hezbollah a tiré sa légitimité par rapport à l'absence d'armée libanaise. C'est-à-dire que le Hezbollah a réussi, si vous voulez, à canaliser une certaine légitimité en se prônant comme le gardien de la souveraineté du Liban. Et 1980, on voit bien, ça a été le retrait des troupes israéliennes sans effusion de sang, puisque c'est la première fois dans le monde arabe que vous avez une armée israélienne qui recule face à un adversaire arabe. Avant de parler du Hezbollah aujourd'hui, parce qu'il y a des choses à dire aujourd'hui, un rappel quand même historique. 1979, février 1979, je suis jeune officier de casque bleu au Liban. Je rentre de mission dans le sud Liban en venant de Beyrouth. Le 1er février 1979, tous les villages du sud Liban, qui étaient à majorité chiites, s'enflamment. Des feux de joie qui marquent quoi ? Qui marquent le retour de l'ayatollah Khomeini à Téhéran. La chute du Shah en janvier 1979, 1er février 1979, le retour de Khomeini. Tout le sud Liban s'embrase et danse, c'est la joie. Les Libanais chiites du Liban comprennent que leur vie va changer avec le retour de l'ayatollah Khomeini au Liban. Et là, on peut dire, en exagérant à peine, que c'est le début de la montée en puissance du schisme libanais. Le schisme libanais, les chiites libanais existaient. Ils avaient un mouvement qui s'appelait Amal, les déshérités. C'était le nom, les déshérités, parce qu'ils étaient abandonnés à la fois par l'État central, par les sunnites et par les chrétiens. Le sud Liban, à partir de Saïda et surtout de Tyr à la frontière israélienne, était une zone de déshérence. L'administration, la gendarmerie, la police n'existaient pas. Et qui faisait quand même tourner les structures scolaires, sociales, qui assuraient la sécurité ? Ce qui allait devenir plus tard le Hezbollah, c'est-à-dire des volontaires, des miliciens, des militants du mouvement Amal, chiite. Et ce mouvement Amal qui va recevoir à partir de 1979 des conseillers et des fonds de la part de l'Iran, va progressivement monter en puissance, va se séparé, va éclater entre un Amal qui va rester un peu plus conservateur, un peu plus féodal, un peu plus bourgeois, et les plus radicaux qui vont devenir les fous de Dieu, le Hezbollah et ce qu'on connaît. Mais petit détail avant de revenir sur le Hezbollah aujourd'hui,
le Hezbollah, les chiites du sud Liban ont été soutenus, je vous l'ai dit, par l'Iran, mais par Israël aussi au début. Et on voyait très bien contre les Palestiniens. Comment les Palestiniens. Des miliciens, des gens des différents partis chiites du sud Liban étaient conseillés, soutenus, formés, aidés par les services israéliens parce qu'ils étaient une force anti-palestinienne jusqu'en 1982. Le Sud-Liban est ce qu'on appelle le Fatahland, la zone du Fatah. L'OLP de Yasser Arafat domine, pressure les chiites. Eh bien, les Israéliens aidaient les chiites à lutter contre les Palestiniens. Et en 82, quand les Palestiniens sont chassés vers Beyrouth, puis chassés du Liban pour la majeure partie, le Sud-Liban repasse aux mains des chiites, qui ne vont pas cesser à partir de ce moment-là de monter en puissance sur le plan politique et militaire, puisqu'ils vont constituer la résistance avec un grand R à Israël, avec des armes notamment venues d'Iran. Aujourd'hui, le Hezbollah, il a un projet politique, il a des objectifs précis, il a des financements aussi. Alors, le Hezbollah, excusez-moi, ce qui est intéressant avec le Hezbollah, c'est qu'il y a aussi des clivages. On ne peut pas parler du Hezbollah comme un bloc monolithique qui obéit à la lettre aux ordres de Téhéran, et plus précisément du guide de la révolution, même si il est vrai que la communauté chiite elle-même est traversée par des clivages. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que le Hezbollah sort aussi affaibli de la situation actuelle. Le Hezbollah a perdu beaucoup de légitimité au sein des non-chiites qui ne comprennent pas aussi sa position vis-à-vis de la crise actuelle, puisque le Hezbollah est un parti de gouvernement depuis les années 90. Il est au gouvernement depuis, ils ont des députés depuis 92, ils sont des ministres depuis 2005. Donc ils ont participé, si vous voulez, à la dilapidation des ressources, ils ont participé à l'endettement massif, ils ont une part de responsabilité dans la situation actuelle et ils ont une part de responsabilité dans l'affaiblissement de l'État libanais actuel, puisque leurs sources de revenus, leurs recettes proviennent beaucoup de contrebande, puisqu'ils contrôlent les frontières avec la Syrie, puisqu'ils ont une diaspora aussi libanaise chiite en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Sud, qui est très importante, et tous ces réseaux de financement plus ou moins obscurs participent, si vous voulez, au fait qu'ils aient une certaine marge de manœuvre vis-à-vis de Téhéran. Donc je pense que c'est un petit peu inexact de parler du Hezbollah en tant que relais, en tant que pion de marionnette de l'Iran. Vous posez la question sur l'agenda du Hezbollah. À ma connaissance, le Hezbollah aussi est marqué par une crise du manque de vision, une crise aussi de leadership et une incapacité à proposer des solutions pérennes au marasme actuel. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Le Hezbollah aujourd'hui est un parti politique libanais, avec des députés, avec des maires, qui a une légitimité démocratique incontestable. Il est allié au gouvernement avec une partie du camp chrétien, représentée par le général Aoun, qui est le président de la République. Donc le Hezbollah chiite, pro-iranien, est allié du général Aoun, qui est un patriote libanais, un nationaliste libanais chrétien. C'est un paradoxe. Le Hezbollah est aussi une milice armée, et pas seulement avec des petites kalachnikovs ou des pistolets. C'est une milice qui possède des véhicules blindés, des missiles, des roquettes, pour la plupart dirigés vers Israël. Le Hezbollah est une force qui a constitué un corps expéditionnaire qui combat aujourd'hui en Syrie contre Daesh, contre les islamistes, aux côtés de l'État syrien, de Bachar el-Assad. Le Hezbollah, c'est aussi une administration bis, notamment dans le sud Liban, dans les banlieues chiites de Beyrouth, au sud de Beyrouth, l'aéroport, le Hezbollah contrôle l'aéroport de Beyrouth. Et tout le sud Liban, le Hezbollah a déployé un maillage d'écoles, de dispensaires, de pharmacies, d'hôpitaux, de cliniques exceptionnel, ce qui fait sa popularité. Mais tout ça est alimenté par quoi ? Par l'argent des contributeurs volontaires de Libanais, par l'argent des trafics, par l'argent de la diaspora. Beaucoup, effectivement, de chiites en Afrique et en Amérique latine envoient de l'argent au Hezbollah ou dans leur famille ou dans leur clan au sud Liban, donc dans les clans chiites. Donc ça permet de faire circuler l'argent, mais ça ne suffit pas.
Et le Hezbollah vit aussi de l'argent fourni par l'Iran. Et quand on va en Iran, quand on écoute les opposants, c'est très intéressant de voir que les Iraniens opposés au pouvoir central disent « Mais pourquoi on dépense tant en Syrie? Pourquoi on dépense tant au Liban? L'argent que vous donnez au Hezbollah, vous, responsables iraniens, vous devriez le mettre en Iran. » Donc il y a des flux très importants. On estime que cette guerre de Syrie et le soutien au Hezbollah coûtent à peu près 60-70 milliards de dollars à l'Iran aujourd'hui. C'est les chiffres approximatifs évidemment, mais ça signifie qu'il y a un énorme effort financier de la part de Téhéran en direction du Hezbollah. Et le problème aujourd'hui pour le Hezbollah, c'est cette vision politique dont vous parlez. Il n'en a pas, si ce n'est d'être sans doute aujourd'hui le parti le plus conservateur, au sens de la conservation du système pour que rien ne bouge. Et toutes les initiatives demandées au Liban pour réformer l'administration, l'économie, l'organisation politique, toutes ces initiatives sont bloquées aujourd'hui par le Hezbollah, avec le général Aoun qui est un peu l'otage du Hezbollah et qui n'ose pas forcer. Et là, en ce moment, le Liban qui a besoin de subsides, de fonds, d'injections de crédits internationaux dans son économie. Le Liban est en train de faire la tournée de ses amis ou de ses supposés amis en Occident. Donc il y a un programme d'aide de 11 milliards, ce qu'on appelle le programme CED, 11 milliards de dollars. Tout est bloqué parce que le Liban ne fait pas les réformes. Du coup, le président Aoun s'est retourné vers les amis arabes, le Qatar, Bahreïn, le Koweït. Et une personnalité libanaise vient de faire le tour de tous ces pays pour tendre la sébille, pour demander de l'argent. Et même les pays arabes, même les pays amis ont dit au Liban, tant que vous ne faites pas de réformes, vous n'aurez pas l'argent. Et les Libanais disent, nous allons faire les réformes, prouvez-le. Les Libanais sont incapables parce que le Hezbollah ne veut pas ces réformes et parce que les pays arabes qui détestent les chiites, qui n'aiment pas le Hezbollah, disent réglez votre problème avec le Hezbollah et après vous aurez l'argent et l'argent reviendra à Beyrouth. On en est là aujourd'hui. Alors on voit que c'est jamais très simple évidemment, enfin, vous expliquez effectivement les complexités de la région. On va consacrer la dernière partie de cette émission à l'Arabie Saoudite qui est l'autre grand acteur, un des fauves qui se projette sur le Liban. On a vu Hariri qui était arrêté à Riyad, pris à demeure dans cet hôtel de luxe. C'était un peu surprenant comme situation, qui démissionne. Alors, pour un observateur extérieur, on n'a pas forcément très bien compris ce qui se passait. Pourquoi est-ce qu'il s'est rendu à Riyad? Pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? Quels sont ses liens avec l'Arabie Saoudite? Son père a été assassiné. Est-ce qu'on sait d'ailleurs qui a commandité l'assassinat, qui était un assassinat extrêmement impressionnant? Est-ce qu'on sait un petit peu ce qui s'est passé entre les Hariri et les Saoudiens? C'est une saga, hein. La famille Hariri, déjà le père, Rafik Hariri, qui a été à 2 reprises Premier ministre du Liban après la guerre. Donc une famille sunnite modeste de la ville de Saïda qui va faire fortune donc, dans l'Arabie et qui, chose rarissime, à force de graver les échelons, va même acquérir la nationalité saoudienne. Les Saoudiens ne donnent pas la nationalité, ne naturalisent pas. Et donc à la tête d'un empire dans les BTP, et donc Hariri va porter le projet de la reconstruction du Liban et plus précisément du centre-ville de Beyrouth en canalisant donc les capitaux du Golfe et de la diaspora. L'équilibre que l'Arabie Saoudite avait mis en place et donc a vacillé avec la montée en force du Hezbollah notamment. Et jusqu'à peu, donc les Hariri étaient les représentants, si vous voulez, les vassaux entre guillemets donc, des Saoudiens au Liban, et surtout la principale famille donc régnante, la famille sunnite au Liban. Alors ce qui se passe, c'est que depuis que le prince héritier MBS, Mohammed Ben Salman, est aux commandes du pays, on sent un certain désintérêt, on sent un certain retrait donc des Saoudiens vis-à-vis du dossier libanais. Ils sont obsédés par d'autres menaces existentielles, iraniennes, vous avez le Yémen, vous avez la coopération avec Israël, stratégique, etc. Donc le Liban a été relégué à un plan secondaire, périphérique. Et ça pose un vrai problème aussi pour les sunnites libanais. Les Saoudiens, et surtout MBS, est excessivement déçu
a été très déçu de l'attitude, de la pusillanimité de Saad Hariri, qui n'a pas répondu à tous leurs desiderata, parce que la question était vraiment de contrebalancer l'influence du Hezbollah. On sait que Hariri a essayé de composer avec le Hezbollah, mais qui n'a pas réussi, si vous voulez, à le domestiquer, entre guillemets. Et donc, c'est un petit peu le reproche que faisait, si vous voulez, Riyad. Et donc, on a assisté à un enlèvement, entre guillemets, assez burlesque, mais aux conséquences très, très graves, parce que ça aurait pu vraiment exploser. Enfin, il y aurait une situation vraiment explosive. Et donc, Hariri a été humilié par les Saoudiens et avec lui les Libanais. Donc, on l'a obligé de démissionner, et s'il n'y avait pas une intervention, une médiation de la diplomatie française, les choses auraient pu beaucoup plus dégénérer. Donc on en est là, on en est à une situation où les Saoudiens se sont un petit peu retirés de la scène libanaise, tout en, bien entendu, conservant des relations organiques avec la famille Hariri, puisqu'il est question, pour eux, ils ont de miser sur le frère aîné d'Hariri, qu'on connaît moins bien, comme le candidat idéal pour le poste de Premier ministre. Alors justement, ils ont encore un rôle, les Hariri, au Liban ? Oui, ils ont un rôle parce que c'est quand même une famille puissante, des réseaux extrêmement puissants, beaucoup d'argent, et c'est quand même l'Arabie Saoudite derrière, pour simplifier. C'est-à-dire qu'en fait, ils donnaient les marchés publics financés par l'Arabie Saoudite, leur clientèle, et on peut supposer qu'il y avait des commissions. Grâce à Rafik Hariri, Premier ministre, assassiné en 2005, le Liban a pu se reconstruire plus ou moins bien, avec un peu à la hache et de façon brutale. S'endetter voilà, l'argent pour la reconstruction du Liban après la guerre de 90 a été de l'argent saoudien. Ça a transité par Rafik Hariri, par le clan Hariri. Ça a permis au Liban de redémarrer, de reconstruire le centre-ville de Beyrouth, même s'il y a eu beaucoup de dégâts faits dans le patrimoine. Mais ça a permis de redémarrer. Seulement cet argent arrivé par flux massif a nourri la corruption et a, d'une certaine façon, démobilisé les Libanais qui ont abandonné complètement la production industrielle et agricole de leur pays. Ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils importent quasiment tout. C'est même pire que l'Algérie, qui importe 90% de ce qu'elle consomme. Les Libanais importent quasiment 99% de ce qu'ils consomment. Et tout ça a été favorisé, aggravé par cet argent arrivé massivement d'Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, pour comprendre la situation du Liban, il faut soit prendre de la hauteur, soit s'éloigner un peu au sud, un peu à l'est. Et les lecteurs de conflits savent que la géopolitique n'est pas simple, mais l'avenir du Liban passe par Israël, qui s'allie de facto avec l'Arabie Saoudite contre leur ennemi commun, l'Iran. Et donc aujourd'hui, on a parlé beaucoup du Hezbollah, qui est la force supplétive, l'avant-garde occidentale de l'Iran, sur les arrières à la fois d'Israël et de l'Arabie Saoudite. Eh bien, l'Arabie Saoudite est en train d'essayer de contrer l'Iran en jouant au Liban, en neutralisant le Hezbollah au Liban, pour mieux se retourner ensuite vers l'Iran. Et donc, la politique du Liban, c'est en fait aussi la géopolitique entre sunnites et chiites, entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et le malheureux Liban n'en est pas sorti, parce que tant que le Hezbollah sera là avec sa force démographique, démocratique, électorale et sa force militaire, on ne voit pas comment le Liban peut arriver à monter ces fameuses réformes qui lui permettraient de franchir ce cap et de repartir. Faute de ça, le Liban est en train de se déliter, et ce qui encourage l'émigration. On n'a pas beaucoup parlé de la diaspora, mais s'il y a eu aussi peu de relève après la guerre civile libanaise, c'est que beaucoup de jeunes et brillants Libanais ont préféré faire leurs études à l'étranger, rester à l'étranger et travailler. Et aujourd'hui, dans le Golfe, en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Europe, il y a de très très brillants cerveaux libanais, jeunes, qui manquent à leur pays pour ce travail de relève. Eh bien, on verra, en espérant que la relève puisse effectivement être reprise au Liban. Merci de votre fidélité à nos émissions. Nous nous retrouvons bientôt pour une autre émission de Géopolitique. C'est le continent de l'espérance et des révolutions. Communisme et écologisme, dictature militaire et populisme. L'Amérique latine est un laboratoire politique pour l'Occident. Mais c'est aussi une terre à la culture riche, littérature variée et foisonnante, mégapole concentrée et étendue, variété des paysages et des occupations agricoles.
L'Amérique latine est à la fois le miroir de l'Occident et une terre à part. Le continent propose aujourd'hui un nouveau modèle que nous explorons dans ce numéro en faisant appel aux meilleurs spécialistes. Hervé Théry, Michel Faure, Daniel Dory, Pablo Ortúzar. Ce dossier explore les identités et les constructions sociales du continent hispanique. Vous retrouverez aussi un entretien avec Charles Personnaz sur la géopolitique du patrimoine et une analyse de Bernard Lugan sur la désintégration du Burkina Faso. Nous revenons également sur l'épidémie du coronavirus, Ingrid Riocreux avec une analyse de son traitement médiatique, Pascal Salin sur les conséquences économiques et Laurent Gaillard sur la victoire des GAFAM. Frédéric Ponce nous présente le drôle de match entre Trump et Biden, Iridex Denis nous propose une étude sur le conservatisme en Hongrie et Tigran Negavian sur le rôle clé de la Jordanie au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce numéro de Conflit. Chemin de France, la chronique de Pascal Gauchon, une relecture d'Alain Perfit et un voyage en compagnie d'Élie Denoy de Saint-Marc. Conflit, de l'Amérique latine à l'Amérique du Nord, l'émergence d'un modèle, à retrouver en kiosque et sur notre site internet.